Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien. Pendant une trentaine de minutes, je reçois un invité lié au domaine de la culture, des médias et de la politique. Mon invité aujourd'hui est le journaliste Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mediapart fête cette année ses 15 ans. Vous êtes l'un des cofondateurs du journal d'information numérique. On connaît bien évidemment les nombreuses affaires qu'a révélé Mediapart depuis 15 ans. Juste avant, on va revenir sur l'histoire de Mediapart. Comment a commencé cette aventure? L'idée de Mediapart a commencé à surgir un an avant son lancement véritable, le 16 mars 2008, en 2007. Et en fait, c'était une réponse à deux questions. Comment la presse pouvait se réinventer dans le cadre de la révolution numérique ou digitale, comment montrer que l'on pouvait faire un journal dans la filiation du journalisme de qualité, de sa tradition démocratique, totalement numérique, en utilisant les armes du numérique pour faire du meilleur journalisme, mieux documenté, mieux sourcé, plus participatif, etc. Et la deuxième raison qui nous a amenés à vouloir faire Mediapart, c'était de répondre de façon anticipatrice aussi à la question de l'indépendance du journalisme face à ce que nous avions pressenti et dont nous étions nous-mêmes des témoins, puisque Mediapart est venu de la crise du Monde et de Libération qui ont entraîné la fin de leur indépendance économique. Et donc, comment on pouvait recréer un journal totalement indépendant qui, comme nous le disons, n'ait comme seule recette le soutien de ses lecteurs. Seuls nos abonnés peuvent nous acheter, c'est le slogan de Mediapart. Et donc, nous sommes partis de là. Nous n'étions que 4 journalistes au début, plus la directrice générale. Bon, c'était un pari fou. À l'époque, personne ne croyait à l'idée de l'information payante sur Internet. Tout le monde pensait qu'on allait se cracher à toute vitesse. Et en fait, nous avons eu raison avant d'autres. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'en faisant ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire un, un journal qui n'ait pas de publicité, pas de pollution publicitaire, pas d'actionnariat privé avec des intérêts extérieurs au journalisme, pas de subventions étatiques avec des conflits d'intérêts que ça pouvait entraîner, pas de lien avec les multinationales et les plateformes numériques, eh bien, on pouvait montrer une défense qui redonne confiance de la valeur de l'information, de la valeur démocratique, de la valeur en termes d'utilité démocratique de l'information. C'est l'image de Mediapart avec nos enquêtes, ce qu'on appelle voilà, le courage d'enquêter et le devoir de révéler, hein, ce que nous avons fait. Comme vous le savez, Mediapart, depuis 2011, est une entreprise de presse rentable, est une entreprise qui dégage des bénéfices qui sont réinvestis et qui ont aussi, au départ, les fondateurs avaient pris leur risque, Mediapart pour une presse libre, qui garantit Mediapart n'a pas un centime d'endettement. Mediapart, c'est aujourd'hui plus de 140 salariés, plus de 20 millions d'euros. C'est un résultat courant de près de 4 millions d'euros et un résultat net de plus de 2,5 millions, soit cette année 12% du chiffre d'affaires. Donc voilà, Mediapart, c'est cette aventure-là, cette réussite-là, une réussite qui n'est pas pour moi seulement une réussite d'entreprise, hein, qui est une réussite avec une transmission à une nouvelle génération, qui est une réussite dont le défi, c'est de redonner confiance à nos concitoyennes et concitoyens dans une information de qualité, dans une information rigoureuse, dans une information utile, dans une information radicalement démocratique. Alors, on en parlait il y a un instant, le modèle économique de Mediapart est unique. On dit que son capital économique est sanctuarisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, nous, les fondateurs, on a pris notre risque puisqu'on n'a pas trouvé de mécène qui nous accompagnerait. Mais
l'idée n'était pas de faire de Mediapart notre propriété ou celle de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc se posait la question de comment on allait faire en passant la main. Nous venions de défaites qui ont eu lieu au Monde ou à Libération, où là, c'était des journaux, dans l'après-guerre pour Le Monde et après 68 pour Libération, qui étaient contrôlés par l'actionnariat salarié. Et nous avons vu que cet actionnariat salarié, quand il y avait des difficultés économiques, eh bien, il y avait des enjeux de pouvoir qui finissaient par affaiblir cette indépendance et à permettre à ce que des loups entrent dans la bergerie et prennent le contrôle de ces journaux, comme c'est le cas aujourd'hui de l'ensemble de la presse avec les différents oligarques milliardaires qui la contrôlent. Alors après, on a regardé en faisant un groupe de travail dans l'équipe de Mediapart, la question des scopes, des coopératives, de comment on pouvait faire ce schéma-là. Là, on a découvert un peu le même problème. Un salarié, une voix, mais il y avait des questions de rachat des actions et puis il y avait surtout une question que là aussi, en cas de difficulté économique, et il y a eu des exemples dans la presse, les enjeux de pouvoir arrivent. Et donc, du coup, comme on l'a fait dans toute l'histoire de Mediapart, on a inventé quelque chose. En 2008, l'année de notre création, pour la culture, a été créé le statut des fonds de dotation qui ont la souplesse juridique des associations et la souplesse financière des fondations. Simplement, il n'y a pas de représentant de l'appareil d'État, de l'État, mais à partir du moment où un fonds de dotation est déclaré d'intérêt public, il peut recevoir des dons qui sont en partie défiscalisés. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inventé, en vérifiant, et ça a pris 5 ans qu'il n'y avait pas de problème du côté du ministère de l'économie et des finances, nous avons inventé un modèle unique, et pour l'instant qui n'est pas imité, en regardant ce qui existait dans un cadre anglo-saxon, par exemple le trust qui garantit l'indépendance du Guardian. Et ce modèle unique, c'est donc un fonds de dotation, ce fonds pour une presse libre, qui est d'intérêt général. Vous pouvez aller voir, tout est sur son site, qui est chargé de défendre l'indépendance, la liberté et le pluralisme de l'information, qui peut recevoir des dons qui sont utilisés pour aider des médias, pas Mediapart, ne peuvent pas venir pour aider Mediapart. Ils ont de 200 000 € pour aider d'autres médias indépendants. Tout ça est donc détaillé sur son site. Et en même temps qu'il fait ça, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, il y a un aspect secondaire qui est la sanctuarisation du pour la protection de l'indépendance de Mediapart, la SPIM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le FPL, via cette société, comme un coffre-fort, pourrait-on dire, eh bien, il rend le capital de Mediapart inviolable, non cessible, non spéculable. Et donc, Mediapart a des résultats, décide qu'une partie de ces résultats sont réinvestis et envoie à la SPIM des réserves pour justement garantir son indépendance pour les années à venir. Actuellement, elles sont d'1,5 million et nous allons continuer à les renforcer. Et en même temps, Mediapart est sommé d'envoyer un peu d'argent pour garantir le fonctionnement du Fonds pour une presse libre. C'est sa contribution. Cette année, c'est 100 000 € que nous envoyons au Fonds pour une presse libre pour lui permettre de payer sa directrice générale et son fonctionnement. Et tout ce dispositif est garanti par un garant moral, qui est une association qui s'appelle l'Association pour le droit de savoir, qui a au fond un peu l'équivalent du représentant de l'État dans les fondations, qui garantit moralement par son action unique, mais qui a beaucoup de pouvoir, le fait que tout ce dispositif ne puisse pas être dévoyé, ne puisse pas servir à autre chose. Donc évidemment, comme toute invention, nous avons inventé ça en 2019, ça a été mis en place à partir de 2020. Nous sommes en 2023. Et évidemment, il faudra voir ce qu'il en est dans 10 ans, ce qu'il en est dans 15 ans. Et c'est sur la durée que ce fonds pour une presse libre montrera comment dire, par son développement, son utilité. En tout cas, c'est actuellement une idée
tout à fait unique qui permet au fond de résoudre ce problème, que l'équipe de Mediapart ait des débats éditoriaux, des débats sur son orientation, mais que en cas de difficulté économique, eh bien, il y ait justement, grâce à ce système, des réserves qui permettent de venir en appui, qui permettent de faire que ces enjeux-là ne polluent pas les débats éditoriaux et ne créent pas des situations de crise. Alors on a quelques soucis de liaison, excusez-nous. L'affaire Bettencourt, l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'affaire Cahuzac, l'affaire Benalla. Le travail d'investigation de vous et votre équipe a permis de révéler de nombreuses affaires. Quelle est votre boussole? Qu'est-ce qui vous motive dans votre façon de travailler? L'ADN de Mediapart, c'est la plus-value de l'information. C'est aussi vieux que la bonne presse. C'est pour ça que notre logo, c'est un crieur de journal, comme on le voyait Gavroche au 19e siècle, qui vend la presse, demandez, lisez, dernière édition, révélation, etc., etc. Je pense que notre métier, c'est d'apporter aux citoyennes et aux citoyens des informations qu'ils ne connaissent pas. C'est le sel de notre métier, c'est son dynamisme, c'est son aventure spécifique, qui est d'aller chercher ces nouvelles par le reportage, par l'enquête. C'est ça le Graal, pourrait-on dire, du métier de journaliste. Aujourd'hui, ce métier est corrompu par des commentateurs, des gens qui n'ont jamais sorti une information de leur vie et qui viennent sur les plateaux de télé faire le blablabla de leurs opinions. Ce n'est pas le propre du journaliste, ça, ce n'est pas la tâche du journaliste. La tâche du journaliste, c'est, encore une fois, de m'apporter des informations pour que je sois libre et indépendant dans mes choix. Donc, l'investigation qui rend célèbre Mediapart, pour moi, et c'est ce que j'ai toujours pratiqué, y compris comme journaliste à titre personnel dans le passé, durant mes 25 ans au monde, eh bien, c'est notre métier, c'est ça notre boussole. Sortir, publier des informations d'intérêt public. On a fait le compte, en 15 ans, Mediapart a publié 6300 enquêtes. 6300, soit plus d'une par jour. Plus d'une par jour, et qui sont évidemment d'intérêt général, d'intérêt public, au cœur de ce que doivent savoir les citoyens. Après, notre code de la route, eh bien, c'est la jurisprudence de cette loi très démocratique, qui est la loi de 1881 sur la liberté d'expression et d'information dans notre pays, qui est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que l'enquête est sérieuse? Est-ce que vous avez respecté le contradictoire? Est-ce que votre expression a été prudente et modérée? Tout ce dont nous rendons compte devant la justice quand on nous poursuit et quand on nous demande des comptes. Voilà. C'est, pour moi, un bon journal, c'est celui qui marche d'abord sur cette jambe, c'est ce premier pas qu'on doit faire. Et le deuxième pas, la deuxième jambe, c'est de rassembler tout ça de façon à donner du sens. Que ce ne soit pas simplement une accumulation de faits et d'informations, mais que comme un puzzle, cela prenne du sens, cela dessine un paysage. Et ça, c'est aussi, pour moi, la responsabilité d'une presse de qualité, nous dessiner un paysage, nous faire comprendre une réalité en nous, oui, c'est ça, en donnant du sens comme un tableau, et on se dit, ben oui, tiens, c'est ça, et je comprends mieux ce qui nous arrive. On revient maintenant sur les 15 ans de Mediapart. De nombreux événements sont prévus, dont une tournée 15 ans, 15 villes qui s'affiche, dont les dates s'affichent actuellement. La quasi-totalité de votre économie repose sur les abonnements. C'est important pour vous d'aller directement au contact de votre public. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il y a deux remarques, et puis par ailleurs, il y a évidemment des discussions, des questions, des interrogations. Parfois, certaines de nos informations peuvent bousculer une partie de nos lecteurs, et c'est normal, hein, c'est le rôle d'un journal indépendant, mais justement, la particularité d'un média numérique, Mediapart, média participatif, c'est qu'on a les moyens d'en rendre compte et d'avoir cet échange. Les deux remarques le plus souvent qu'on a, il y en a une qui est très bouleversante et l'autre qui est très pertinente.
la très bouleversante, c'est merci d'exister. On a énormément de témoignages comme ça, y compris comme je suis un peu la tête de gondole dans la rue, de gens de tous milieux. Et ça, c'est important pour moi, de milieux sociaux très divers, qui nous disent ben, heureusement que vous êtes là, quoi. Heureusement que vous êtes là, voilà, qui ont ce sentiment, c'est un peu le côté comment dire, Don Quichotte de Mediapart, hein, on est vu comme, ou plutôt Robin des Bois, j'allais dire plutôt Robin des Bois, parce que Don Quichotte, il allait vers des moulins à vent, mais Robin des Bois prenait l'argent indûment volé au peuple et le rendait au peuple. Et nous, on est vu comme des Robins des Bois du journalisme qui rendent à la population des informations, des faits que sans nous, ils n'auraient pas su. Ça, c'est une première chose. Et l'autre remarque que j'ai qualifiée de pertinente, c'est les personnes qui viennent nous voir en disant je n'ai pas forcément les mêmes opinions que vous, je suis pas forcément d'accord avec vous, mais pareil, heureusement que vous êtes là. On a besoin de vos informations. Et là, c'est un compliment pour moi plus fort que le compliment entier, le premier. Ce compliment qui comporte une réserve sur ce qu'on peut sentir de la sensibilité éditoriale de Mediapart, pour moi, ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire que des gens d'opinions différentes se disent, mais ce journal m'est utile. Ce journal m'oblige à penser contre moi-même, m'oblige à voir des réalités que je n'aurais pas vues, m'oblige à me déplacer. Et ça, c'est aussi très, très fort d'entendre ça. Et dans les réunions publiques que nous organisons, le virtuel, c'est du réel. Et là, on a déjà tenu donc la première date à Paris. Il y avait beaucoup de monde. C'était samedi dernier, le samedi 25 mars. Et on va continuer dans 14 autres villes jusqu'à Bruxelles en Belgique pour faire tous ces événements. Eh bien, voilà, on rencontre, on soulève le capot, on raconte comment on travaille, on démythifie aussi notre travail. Et puis, on épouse, c'est aussi le rôle d'un journal, on épouse le mouvement de la société, le souffle de la société par nos informations. On connaît en ce moment un contexte politique pour le moins tendu. Il y a les protestations contre la réforme des retraites, il y a aussi ces protestations le week-end dernier contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Quel regard vous portez sur la colère qui s'exprime en ce moment dans notre pays, quels que soient d'ailleurs les sujets? Bah, le principal regard, c'est que l'attitude du pouvoir politique est responsable de l'ampleur de cette colère. Il est impensable dans une démocratie vivante, dans un pays dont la Constitution dit que nous sommes une république démocratique et sociale, qu'un pouvoir pense qu'il peut imposer une réforme sur un sujet aussi vital pour ceux qui n'ont qu'une richesse, leur travail, et dont les retraites sont le seul patrimoine, qui puisse imposer une réforme, quoi qu'il pense, unanime des organisations syndicales, de la CFTC à Sud, et avec une union syndicale sans pareil de la CFDT et de la CGT. C'est impensable. Michel Rocard l'avait dit en son temps, on ne peut pas imposer une réforme comme celle-ci par le simple fait du prince, par un président qui ne croit qu'à une seule légitimité, le suffrage qu'il a reçu et les pleins pouvoirs qui seraient les siens. La démocratie, ce n'est pas cela. Et là, j'en viens à l'autre dimension, et qui concerne aussi bien les protestations écologiques, l'ensemble des soulèvements de la société. On a un pouvoir qui réduit la démocratie à sa peau de chagrin, à l'idée que c'est simplement le vote, c'est simplement l'élection qui serait la légitimité de la démocratie. Eh bien non. La démocratie, c'est un écosystème complexe où il n'y a pas que la représentation, où il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des droits fondamentaux, des légitimités comme celle des organisations syndicales, des droits de manifester, de s'exprimer, d'inventer. Et là, nous avons un pouvoir qui, tournant le dos au mandat que lui ont confié les électeurs, se comporte de manière autoritaire et au fond aristocratique, c'est-à-dire considérant que le vote, c'est comme une onction de droit divin qui lui donnerait l'ensemble des pleins pouvoirs. Et Emmanuel Macron, dans son cas précis, tourne le dos
par 2 reprises au mandat que lui ont confié les électeurs de la présidentielle de 2017 et de celle de 2022. Emmanuel Macron a été élu par défaut, contre l'extrême droite, par des électeurs dont beaucoup d'entre eux n'étaient pas d'accord avec son programme, mais votaient pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Donc il n'a pas reçu un chèque en blanc, il n'a pas reçu une autorisation de faire tout ce qu'il voulait. Eh bien, il n'en tient pas compte. Il tourne le dos à ce vote et de ce faisant cela, il joue avec le feu, car il fait le lit été élu, c'est-à-dire l'extrême droite. Dans votre actualité, il y a également la sortie de votre nouvel ouvrage, L'appel à la vigilance face à l'extrême droite, dans lequel vous alertez sur la banalisation du vocabulaire et des idées de l'extrême droite en France. Vous dites que cette banalisation se fait à la fois évidemment dans les médias, mais aussi dans le vocabulaire des politiques, dans le vocabulaire qu'ils utilisent. D'ailleurs, vous donnez l'exemple d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui, par certaines prises de position, banaliserait, selon vous, certaines thèses, certaines idées, certains vocabulaires de l'extrême droite. Oui, mon livre, L'appel à la vigilance, ce n'est pas la question de la représentation partisane électorale de l'extrême droite qui est son sujet, c'est en rendant hommage à un appel prophétique qui avait été lancé par 40 figures intellectuelles françaises et européennes en 1993, l'appel à la vigilance, justement. Eh bien, c'est d'alerter, puisque cette alarme n'a pas été entendue et que la situation s'est aggravée, sur ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est-à-dire la banalisation dans le débat public, dans le débat médiatique, dans l'espace des opinions, des idéologies d'extrême droite. Les idéologies d'extrême droite, pour faire court, pour moi, ce sont les idéologies de l'inégalité naturelle. Elles ont toutes sortes de visages qui ne se limitent pas à leur incarnation fasciste ou nazie, et sous toutes les latitudes, on les retrouve. C'est celles qui prétendent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des apparences supérieures à d'autres, des croyances, des religions supérieures à d'autres, des identités supérieures à d'autres, des sexes, des genres supérieurs à d'autres, et l'on pourrait continuer à l'infini. C'est les idéologies de la hiérarchie des humanités. C'est des idéologies qui dénient au fond l'idée qu'il y a un genre humain avec, comme l'a dit en élargissant la Déclaration française des droits de l'homme de 1789, comme l'a dit la Déclaration universelle, dont le rédacteur était un Français, René Cassin, en 1948, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Eh bien, les idéologies d'extrême droite sont celles qui contestent cela. Elles peuvent être aussi bien portées par M. Poutine et les extrêmes droites qui l'appuient, par les mollahs iraniens qui répriment leur peuple, et par toutes les idéologies obscurantistes, réactionnaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient identitaires, suprémacistes, qu'elles soient colonialistes, impérialistes, enfin, à chaque fois, on les retrouve. Et pour moi, la question qui nous est posée, c'est comment se fait-il qu'en France, nous ayons accepté ces dernières années que, au prétexte du poison de l'identité, qui est le cheval de Troie pour combattre l'égalité, que ces idéologies s'ébattent librement dans l'espace public jusqu'à l'expression via des écrivains connus, respectés, des intellectuels connus, respectés, et des journalistes célèbres et très médiatisés, jusqu'à rentrer en politique comme Éric Zemmour, qui ont banalisé ces idées-là avec une violence extrême vis-à-vis de nos compatriotes liés à l'immigration, de nos compatriotes de culture ou de croyance ou d'origine musulmane, vis-à-vis des femmes par rapport aux hommes, vis-à-vis des homosexuels et des droits des LGBT, vis-à-vis de l'ensemble de la diversité de notre peuple. Eh bien, c'est une alarme qui s'adresse dans ce livre aux journalistes, aux éditorialistes, aux médias, aux intellectuels, à toutes celles et tous ceux qui s'expriment dans l'espace public, pour dire qu'il faut peut-être se ressaisir, que la démocratie, c'est fragile, que les catastrophes n'arrivent pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, qu'elles arrivent par habitude, par accoutumance, par le fait de
d'accepter que toutes ces horreurs se disent et que nous devons non pas les accepter, non pas les tolérer, ni même les débattre. Je ne vais pas aller débattre sur les plateaux de télévision pour savoir si une croyance est meilleure qu'une autre, si l'homme est plus fort et meilleur que la femme, si, et ainsi de suite. Je vais débattre, je vais combattre au contraire ces idées-là avec un étendard qui est celui de l'égalité naturelle. Nous naissons libres et égaux en droit, et c'est avec cette promesse qui n'est jamais tout à fait satisfaite qu'ont été conquis tous nos droits démocratiques, nos droits sociaux, nos droits économiques, nos droits contre les discriminations, nos droits féministes. Et aujourd'hui, par rapport y compris à notre rapport de domination vis-à-vis du tout vivant du monde, nos droits écologistes, nos exigences écologistes, c'est le moteur de l'émancipation. Donc, comme le dit, et c'est la phrase qui est en exergue du livre, comme le dit le philosophe helléniste et grand résistant, compagnon de la libération Jean-Pierre Vernant, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Ces idées-là, on ne les débat pas, on les combat. Merci beaucoup Edoui Plenel d'avoir été avec nous. Je rappelle que Mediapart fête ses 15 ans en ce moment avec plusieurs événements. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site qui s'affiche actuellement sur votre écran, www.événements.mediapart.fr. Vous allez dans l'onglet Festival. Je vous incite évidemment à vous abonner à Mediapart pour lire le travail que fait toute cette équipe. Je signale donc aussi la sortie de votre livre, Edoui Plenel, qui s'appelle L'appel à la vigilance face à l'extrême droite. C'est aux éditions La Découverte. Merci Edoui Plenel d'avoir été avec nous. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. À très vite sur Valinfo. Suivez Valinfo sur les réseaux sociaux. Sur Facebook avec la page Valinfo, sur Twitter et Instagram @ValinfoProd, sur Twitch avec le compte ValinfoProd.